Donc on va passer au dossier numéro 3. Il s'agit d'un homme de 51 ans qui est amené aux urgences par les pompiers en raison de douleurs abdominales intenses. Donc ces douleurs sont apparues au décours d'un apéritif avec ses amis. Ils ont été accompagnés de vomissements abondants. À l'interrogatoire, vous apprenez simplement qu'il a déjà été hospitalisé une fois en l'an 2000 pour un problème de saignement dans la tête, il ne sait plus exactement quoi, après une bagarre. Il avait eu plusieurs scanners, mais en tout cas, il n'avait pas été opéré. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Sinon, il vous dit également qu'il a déjà ressenti ces douleurs plusieurs fois, mais en moins intense. Et le médecin traitant lui avait conseillé d'arrêter les boissons alcoolisées. Un conseil qu'il a manifestement pas suivi. Donc la consommation d'alcool, ça s'élève à 5 bières, 2 apéritifs et une bouteille de vin par jour. Une consommation qui est relativement régulière depuis une dizaine d'années. Depuis que sa femme l'a quitté, il passe ses soirées au bistrot. Et il fume environ un paquet de cigarettes par jour. Donc à l'examen clinique, vous retrouvez un patient apyrétique qui décrit une douleur épigastrique irradiant dans le dos. À la palpation abdominale, vous retrouvez une défense épigastrique et une hépatomégalie à bord inférieur mousse. Première question, quelle est la quantité d'alcool consommée par le patient? La deuxième question, comment complétez-vous l'examen clinique? Que recherchez-vous? Donc votre examen clinique ne retrouve pas d'autres anomalies. Vos premiers examens complémentaires reviennent. Donc on a une numération avec une hémoglobine à 12,3, un VGM à 99, des globules blancs à 12 600, des polynucléaires neutrophiles à 9 600, des plaquettes à 185 000. Le bilan hépatique retrouve des gamma-GT à 4 fois la normale, des alates à 1,5 fois la normale, azates à 2 fois la normale, une bilirubine totale à 20 et des phosphatases alcalines à 1,5 fois la normale. La lipéasémie est à 1700 pour une normale inférieure à 60, une glycémie à 6,3, un ionogramme sanguin avec un sodium à 137, un potassium à 4,1, un chlore à 105, une créate à 56 et un TCA normal à 33. L'ASP, vous retrouvez simplement quelques images radio-opaques épigastriques, sans particularité. Donc, troisième question, quel est votre diagnostic? Pourquoi? Quel est l'examen d'imagerie que vous réalisez en urgence? Et la cinquième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique dans les prochains jours? Finalement, votre patient sort de l'hôpital. Vous l'orientez vers une structure de cure de sevrage alcoolique. Et 6 mois plus tard, alors qu'il est sevré, il vous revoit en consultation. Et là, il se plaint d'amaigrissement important. Il a perdu 7 kilos en 6 mois, qui pèse 65 kilos pour 1m70. Donc, la sixième question, quelles sont les principales causes à évoquer dans ce contexte? Donc, finalement, à l'interrogatoire, vous apprenez en plus qu'il a toujours des douleurs abdominales depuis 6 mois. Donc, tout ça vous incite à réaliser un examen radiologique qui est ici. Donc, la septième question, décrivez l'examen. Quel est votre diagnostic et quelle est votre prise en charge? Donc on va passer à la correction. La quantité d'alcool consommée, donc ça je pense que vous devez absolument connaître la formule. C'est pour le vin qui est à 12 degrés, c'est donc 0,8 la densité de l'alcool. 7,5, je vous rappelle que les bouteilles font 75 centilitres. Donc 7,5 c'est en décilitres, c'est la quantité, et 12 le degré. Donc au total ça fait 72 grammes. Donc les bières et les apéritifs, je vous rappelle que les doses standards dans les bars, que ce soit une bière, un apéritif, un verre de vin, c'est 10 grammes. Donc on va compter comme ça, simplement. Et donc au total, ça fait 142 grammes par jour, ce qui est plus qu'excessif. Donc comment complétez-vous l'examen clinique? Donc là, on est dans le cadre d'un patient qui arrive aux urgences. Donc on va rechercher un état de choc avec la fréquence cardiaque, la tension, la saturation. Chez un alcoolique qui a vomi, il faut absolument rechercher la pneumopathie des déglutitions. Donc la fréquence respiratoire, la saturation et l'auscultation. Ensuite, on est toujours chez un alcoolique, donc on fait une glycémie. C'est impératif, donc par dextro en urgence, puis on complétera par la glycémie veineuse.
Ça, on est chez un alcoolique, donc si vous ne mettez pas la glycémie chez un alcoolique, c'est 0 à la question en général. On va rechercher également des signes de cirrhose. Donc tout ce qui est splénomégalie, ascite, astérixis, l'ictère, les angiomes, l'hypocratisme, l'érythrose et les veines ombilico-xiphoïdiennes avec donc une circulation porte-cave. Donc ensuite, on recherche donc chez un alcoolique un état aigu des signes neurologiques, c'est indispensable. On vous dit en plus qu'il a déjà un antécédent, alors lui il dit de saignement dans la tête, on peut imaginer un hématome sous-dural. Donc le score de Glasgow, les fonctions supérieures, donc dans le cadre aigu plutôt Gaillet-Wernicke, plutôt un problème de confusion, éventuellement une démence de Korsakoff, on aura peut-être d'autres signes avant, et des signes neurologiques focaux en cas de saignement aussi d'HSD surtout. Donc on va rechercher des signes de sevrage alcoolique. On ne sait pas depuis combien de temps il était au bistrot. Donc ça c'est hyper important aussi. On ne sait pas depuis combien de temps il a attendu aux urgences. Donc c'est impératif. Quel diagnostic évoquez-vous? Donc pourquoi? Donc on évoque une poussée aiguë d'une pancréatite chronique calcifiante. Donc pourquoi? Parce qu'il a des douleurs abdominales, épigastriques transfixiantes, associée à une hyperglycémie supérieure à 3 fois la normale. Ça, c'est la définition de la poussée aiguë de pancréatite. Voilà. Donc, douleur abdominale, lipase supérieure à 3 fois la normale. Vous avez besoin que de ça pour faire un diagnostic. D'une pancréatite chronique calcifiante, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Simplement les antécédents d'épisodes douloureux et les calcifications. Donc ensuite, d'origine alcoolique. Ça, c'est assez simple. L'alcoolisme chronique connu. Et les signes associés, surtout l'hépatomégalie et l'HSD qui sont assez fréquents chez un alcoolique. Donc quel examen d'imagerie on réalise en urgence et pourquoi? Dans le cas d'une pancréatite, on réalise toujours une échographie abdominale. Simplement parce qu'on cherche une cause à la pancréatite aiguë. Si c'est l'alcool, on n'aura pas grand-chose sur l'échographie, mais on cherchera toujours la lithiase vésiculaire avec une dilatation des voies biliaires. Toujours parce que ça conditionne un traitement, c'est complètement différent qu'une prise en charge d'une pancréatite alcoolique. Si vous ne traitez pas une lithiase vésiculaire avec une pancréatite, vous risquez d'avoir d'autres complications. Et s'il y a vraiment un calcul enclavé, une angiocolite par exemple, qui vont vraiment aggraver le tableau, donc il faut toujours rechercher cette étiologie, même quand on a l'alcool. Donc la prise en charge thérapeutique des prochains jours, on l'hospitalise en urgence, en service médico-chirurgical, on le laisse à jeun et éventuellement, si il vomit toujours, on lui pose une sonde nasogastrique en l'absence de troubles de la conscience. Dans ces cas-là, il faudra l'intuber avant. On lui pose une voie veineuse périphérique et on le met surtout sous antalgique, ça fait très mal une pancréatite. Donc adapté évidemment, avec des antispasmodiques, ça marche pas mal sur la pancréatite. Et évidemment, la prévention du délirium tremens. Ça, si vous ne l'avez pas mis, c'est 0 à la question. Il est alcoolique, il est hospitalisé. Vu ce qu'il boit, il a toutes les chances de décompenser. Donc ça repose sur la vitamine, sur l'hydratation et sur les benzodiazépines. Donc on n'oublie pas le G5 chez les alcooliques, surtout si on le met sous vitamine B1, ça consomme le glucose. Donc indispensable de surveiller les glycémies et éventuellement de compléter votre perfusion sous G5. Surtout s'il est avec une sonde nasogastrique, c'est sûr il va pas manger, donc il faut l'hydrater. Donc la surveillance. Donc la surveillance elle est d'abord clinique, la douleur, les vomissements, la température. La température c'est hyper important. Si une pancréatite avec des coulées de nécrose, ça peut se surinfecter. Et le premier signe, ça va être la température. Évidemment les constantes. Le syndrome de sevrage. Voilà, ça c'est hyper important. Et ensuite une surveillance biologique, donc d'abord la lipase, qui doit revenir à la normale en quelques jours en général. Évidemment donc la surveillance du iono et de la numération. La CRP, pareil, c'est un des bons signes de complications. Ça fait pas partie des scores clinico-biologiques, simplement c'est quand même un gros marqueur de gravité de la pancréatite, donc il faut pas l'oublier.
donc l'hémostase et la glycémie chez un alcoolique, toujours. Donc on va évaluer la gravité de la pancréatite par un score clinico-biologique type Ranson ou IMRI. Je ne vais pas vous refaire en détail tous les items. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Vous les aurez ailleurs. L'imagerie. Donc l'imagerie, ça repose surtout sur le scanner abdominopelvien avec injection, en l'absence de contre-indication, et on le fait à 48 heures. C'est là où on verra le mieux s'il y a des complications ou pas. Avant, on n'a pas forcément tout qui s'est constitué. Après, on aura des images des fois un peu inquiétantes, non justifiées. Donc le scanner, c'est à 48 heures du début des douleurs. Donc si le patient vient au bout de 24 heures, vous ne ferez pas votre scanner à 48 heures, mais à 24 heures. Donc ensuite, votre patient allait mieux. Bon, il était sorti, il est sevré depuis 6 mois. Et il vous dit qu'il a un amaigrissement important. Il ne sait pas trop pourquoi. Donc à quoi vous pensez? Donc d'abord aux complications de la pancréatite chronique. Ça peut faire maigrir vraiment. On a des douleurs postprandiales, donc les gens mangent moins. La diarrhée, la stéatorée. Et les faux kystes qui peuvent s'accompagner de douleurs et de compression duodénale. Évidemment, dans ce contexte, on va penser aussi à des complications de la cirrhose et surtout à un cancer. Ensuite, on peut aussi penser à un cancer ORL avec des dysphagies. C'est un patient qui est alcoolo-tabagique. Il a tout à fait le type du patient qui fait le cancer ORL. Ensuite, simplement l'effet anorexigène de l'alcool. Lui, il vous dit qu'il est sevré, vous n'avez pas de moyen de le vérifier, et si ça se trouve, c'est pas vrai. Et sinon, évidemment, une autre cause non liée à l'alcool. Il peut très bien avoir autre chose. Il peut faire un cancer pulmonaire. S'il est dans un centre de sevrage depuis 6 mois, il peut faire une dépression ou toutes les autres causes d'amaigrissement que vous pouvez connaître. Donc ensuite, dans ce cadre-là d'amaigrissement et de douleur abdominale, vous avez réalisé un examen radiologique. Donc il s'agit d'un scanner abdominal injecté. Donc ça, toujours l'aorte, les reins, qui sont hyper denses. On voit le pancréas qui est quand même très augmenté de taille. Là, on peut imaginer que c'est le canal qui est très irrégulier, donc vraiment une pancréatite chronique importante. Et surtout, les causes des douleurs abdominales, on voit un énorme pseudokyste dans l'arrière-cavité des épiplombs et un petit épanchement périhépatique. Donc, comme je vous ai dit, donc, il s'agit d'un scanner abdominal, une volumineuse image hypodense qui ne prend pas le contraste, donc plutôt liquidienne, au niveau de l'arrière-cavité des épiplombs et des calcifications du pancréas. Donc une image de pancréatite chronique compliquée. Donc il s'agit d'un faux kyste volumineux. Le traitement du faux kyste, on va essayer de faire un drainage soit par voie percutanée, soit par voie chirurgicale si on ne peut pas le faire par voie percutanée ou en cas d'échec. La prise en charge, sinon, ça va accompagner évidemment dentalgique et d'une prise en charge nutritionnelle. C'est un patient qui a maigri. Et évidemment, une surveillance, donc la surveillance clinique, le poids et l'alcool, surtout, enfin les complications liées à l'alcool et au sevrage.